Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre et comme on le voit sur la page Studium de notre cours, PST 6513, Partenariat patient-médecin en psychiatrie. Cette semaine, nous allons commencer par revenir sur le quiz. Le quiz qui portait sur l'interdisciplinarité, le travail d'équipe et la paire aidance. Et c'est un quiz là, qui était conçu en lien avec la lecture d'un chapitre de livre. Vous avez eu le bonheur de m'écouter pendant presque une heure lire ce chapitre du très important guide de psychiatrie biopsychosociale, le manuel de psychiatrie biopsychosociale des docteurs Lalondre et compagnie. Et puis, donc, ici, vous aviez la lecture dirigée comme telle. Et puis, si on regarde l'idée là, de regarder les réponses au quiz, ce qu'on va faire maintenant, c'est en préparation pour la présentation. Bien, vous avez peut-être déjà visionné la présentation de Benoît Saint-Pierre, notre père aidant conférencier de la semaine. Benoît avait généreusement accepté de participer et il va se joindre à nous tout à l'heure. En cours de présentation, il va se joindre à nous et nous allons avoir une période d'échange avec lui. Et puis, l'idée, en regardant les rétroactions aux différentes questions du quiz, c'est en vue de préparer cet échange avec Benoît parce qu'on va voir un petit peu les questions de travail d'équipe, mais lorsqu'il y a un père aidant dans l'équipe en question. Alors, si on regarde ces réponses au quiz, voilà, vous les avez ici, et la réponse de Benoît sur Studium, la présentation de Benoît, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien. Et là, nous allons regarder les réponses au quiz avec les différentes rétroactions lorsque les gens répondaient. Vous voyez? Et puis, à partir de ces suggestions de questions, nous allons nous préparer, nous allons réfléchir en vue de la rencontre avec Benoît. Donc, allons-y. Regardons les questions une à la fois. Le SIM, c'est le suivi intensif dans le milieu. Donc, ça décrit le numéro d'activité, mais ça pourrait faire. Mais le modèle de base est censé être le PACT et le Programme for Assertive Community Treatment. Maintenant, un mode moins intense, mais également fait en équipe, il y a le suivi d'intensité variable, où est-ce que là, une équipe de 10 personnes, membres de personnel, incluant aussi père aidant, vont pouvoir intervenir auprès de personnes avec les besoins sont moins intenses aussi à ce moment-là. Également, il y a l'épreuve dans le projet chez soi, aussi auprès d'itinérants avec troubles mentaux et de substances. Mais là, le ratio est peut-être de 10 membres de personnel pour 150 à 200 patients. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas faire des visites à domicile 3 fois par semaine à toutes les personnes, mais c'est variable aussi. Mais généralement, ils réussissent à le faire au moins une fois par semaine. Donc, l'intervention se fait dans le milieu et non dans le bureau, comme dans une clinique externe, par exemple, d'une équipe multidisciplinaire de psychiatrie communautaire, qui aurait la même composition ou à peu près que l'équipe PACT ou de suivi d'intensité variable, mais qui aurait un ratio évidemment beaucoup plus important de un intervenant pour 80 personnes. Donc, une équipe de 10, c'est 800 à 1000 personnes là, qui vont suivre aussi à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup insisté sur la notion d'intensité, mais la composition d'équipe et la réponse aux besoins particuliers des personnes. Donc, quand vous êtes en PAC, vous êtes certainement en présence de personnes avec des troubles mentaux pas graves et des difficultés d'engagement aussi des personnes. Certaines des personnes sont obligées d'être suivies par des équipes, ils sont sur le tribunal administratif du Québec. C'est les patients,
du point de vue de nous dans les services qu'on appelle, c'est les patients les plus difficiles. C'est ceux où généralement, là, tout le monde se bat pour pouvoir travailler avec eux aussi à ce moment-là. Donc, par définition, c'est le fer de lance d'une psychiatrie communautaire plus intégrale aussi dans la communauté. Finalement, très rapidement, l'IPS, Placement and Support, c'est vraiment pour le travail. Donc, vous pouvez avoir à l'intérieur des équipes de suivi d'intensité variable ou des équipes de psychiatrie communautaire ou même dans des équipes de HAC aussi, un spécialiste pour aider les personnes à trouver un emploi et à s'y maintenir. Et l'approche, plutôt de dire, nous allons former la personne et après ça, on va l'aider à trouver un emploi. L'approche est plutôt, nous allons placer la personne en emploi. Là, elle va apprendre à le faire, mais avec un accompagnement qui implique un accord de l'employeur aussi et qui est divulgué, et puis des accommodements qui sont faits aussi, et un accompagnement qui est fait spécialement pour le travail. Oui. Merci. Gabriel, une main levée? Juste une petite question par rapport à ça, comment ça fonctionne de insérer la personne dans un emploi? Parce que j'imagine que ce n'est pas tous les employeurs qui veulent participer à ce genre de programme-là. Évidemment, c'est l'art des intervenants IPS de trouver, d'avoir c'est comme il y a un rôle de travailleur social d'une certaine façon à identifier des milieux qui seraient ouverts aussi à ce moment-là. Certaines entreprises ont une obligation de prendre des personnes, des personnes handicapées aussi, donc ça peut être une voie également aussi. Mais la situation actuelle n'est pas nécessairement mauvaise parce qu'on manque beaucoup de personnel aussi. Donc, avoir un emploi, prendre une routine de travail plus manuel ou autre, mais même dans tous les types de travail actuellement, la situation est bonne pour. Mais il faut un accompagnement aussi, un accompagnement. Puis, je me demandais aussi, est-ce qu'on essaye le plus possible de matcher avec les intérêts de la personne ou on y va juste avec n'importe quel job? Par exemple, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à travailler dans un McDo. C'est pas tout le monde qui pourrait travailler à la vitesse d'un McDo non plus. Alors, moi, je ne serais pas capable de travailler là. Je suis pas assez vite. Donc, j'espère qu'on ne me forcera pas à aller travailler là. Aussi, les équipes répondent au principe du rétablissement, donc une réadaptation menée par la personne. Donc, il faut voir les objectifs de vie de la personne, mais ça ne veut pas dire que ce que la personne va atteindre ultimement ou comme emploi, peut-être que ça peut passer par d'autres emplois aussi pour donner une routine de travail aussi, etc. Et se rapprocher aussi à ce moment-là. Donc, mais le point central, c'est que oui, c'est nécessairement avec mené par le choix de la personne. En ce qui la fait rêver. Pourquoi elle veut retourner en emploi? Merci. Merci. Vous allez voir là avec l'exposé à Benoît comment lui, dans son propre parcours de rétablissement, retrouver, se sortir de la pauvreté extrême qu'il appelle, là, c'était ce qui a été le plus difficile pour lui. Ensuite, vrai ou faux? L'interdisciplinarité se définit par des rapports interprofessionnels fondés principalement sur la coordination des interventions à des degrés plus ou moins variables. Vrai ou faux? Eh bien, la réponse, vous l'avez, c'est faux parce qu'en fait, c'est la multidisciplinarité ou pour certains, la pluridisciplinarité et non l'interdisciplinarité qui se définit par des rapports interprofessionnels fondés principalement sur la coordination des interventions à des degrés plus ou moins variables. Ainsi, on peut passer de la référence professionnelle sans interaction véritable entre les intervenants à un mode de consultation où le consultant demeure libre d'inclure le point de vue de l'autre dans son plan d'intervention jusqu'à un mode de rassemblement
où les intervenants s'informent réciproquement, mais ne s'obligent pas collectivement à coordonner et à intégrer leurs interventions. Si une plus grande harmonisation des interventions est requise, on passe alors à un mode de coordination qui représente une transition vers l'interdisciplinarité. Puis vous voyez là, pour un néophyte, pour un père aidant qui arrive dans une équipe, selon le style, trouver sa place là-dedans, il peut être invité à faire partie de l'équipe, mais d'autres fois, il va être consulté sur une base individuelle sans nécessairement faire partie d'une équipe où tout le monde est représenté. On suggérait la question. Selon vous, qu'est-ce que ces distinctions impliquent pour la pratique de la paire-aidance? Pensez-y, puis tout à l'heure avec Benoît, on pourra aborder ces questions-là. Complétez l'énoncé. 3 petits points. Fait état des objectifs prioritaires en fonction des besoins et attentes de la personne, des préoccupations de l'entourage et des recommandations de l'équipe. Quelle était la bonne réponse? On l'avait déjà vu, hein? Le plan d'intervention interdisciplinaire. Donc, le PII, qui traduit le résultat d'une démarche de planification et de coordination des services centrée sur la personne, selon une approche de décision partagée. Cette approche s'inscrit dans un processus consensuel de prise de décision entre la personne et les professionnels. Puis là, on vient de le voir avec la question de l'emploi. Faut évidemment, si c'est centré sur le projet de personne de retour au travail, bien, il peut y avoir des étapes intermédiaires. Vous êtes des étudiants, je l'ai déjà été. Des fois, on occupe des job-in là, parce qu'on a d'autres projets derrière la tête. C'est la même chose pour les personnes qui sont suivies par ces équipes-là. On va y aller. La 4e question. Trouver l'intrus. Afin de compléter le processus de maturation permettant une collaboration en action, l'équipe devra remplir plusieurs conditions relatives à sa structure et à son fonctionnement. Parmi les éléments suivants, lequel n'en fait pas partie. Donc, est-ce que c'est s'approprier sa mission? Il faut choisir une réponse. Répartir les tâches et les responsabilités. Organiser son travail et faire circuler l'information. Tirer parti du leadership en son sein. Éviter les conflits. Il y a des mains levées. Ovidio. Merci. I actually raised the hand a while ago. It was related to the first question. À ce moment-là, voulez-vous, on va passer à Cilia. On y reviendra. Regardez votre question pour plus tard. Ça serait éviter le conflit? Oui, bonne réponse. Parce qu'en effet, c'est sûr qu'on ne cherche pas à provoquer des conflits inutiles, mais c'est surtout avoir la maturité collective de savoir les gérer. Alors, vous pourrez poser la question à Benoît, est-ce que ça arrive des fois que dans l'équipe où il y a des pères aidants, ça suscite des questions plus ou moins explicites où la pertinence même de la présence du père aidant peut être mise en question? Voilà, 5e question. Complétez l'énoncé. La programmation des services est souvent tributaire des ressources existantes, des intérêts de chacun des intervenants pour telle ou telle approche, des habitudes et de la culture des équipes. Au niveau de la clientèle, par contre, les besoins changent. Certains furent longtemps négligés, comme les besoins de base, tels que le logement et le transport ou les besoins spirituels. Tout à l'heure, on a vu le besoin de soutien au travail. D'autres, comme les besoins, trouvez les mots, sont mal compris. Donc, parmi les réponses, les choix de réponse, besoins des jeunes, des personnes âgées, des adultes en bonne santé ou des minorités visibles ou des immigrants. Qui ose une réponse? Et déjà donné. Pardon? Je pense qu'elle se voyait déjà, mais ça serait les immigrants. Oui. Ouais. En effet, les besoins des minorités visibles et des immigrants sont souvent mal compris, et ce pour des raisons essentiellement culturelles. Imaginez une situation où de tels besoins des minorités visibles ou des immigrants seraient mieux pris en considération lorsqu'on parle de partenariat patient. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
si on essaie aussi, évidemment, de répondre aux besoins des minorités visibles ou des immigrants. On en a assez peu parlé dans le cours jusqu'à maintenant. 6e question, composition de l'équipe. La composition de l'équipe interdisciplinaire repose sur sa mission particulière, au noyau constitué de médecins, de psychiatres, d'infirmières et d'agentes administratives se sont joints depuis longtemps, travailleurs sociaux, psychologues et ergothérapeutes. Avec le développement des connaissances et de philosophie de soins, on assiste à une diversification encore plus grande des qualifications disponibles comme, et il y a plusieurs choix, des éducateurs, vous allez le voir là, toutes ces réponses sont bonnes, des spécialistes en réintégration au travail, des spécialistes en toxicomanie, des neuropsychologues, des orthophonistes et finalement des pères aidants. Selon vous, quelle mission particulière à une équipe ferait que la présence de pères aidants et pères aidantes serait probablement nécessaire? Vous voyez, il y a, je ne sais pas combien on vient de mentionner de professionnels différents, là, peut-être une dizaine presque. Ce n'est pas toujours pertinent d'avoir les 10 professionnels réunis autour de la personne. Quelle situation ferait que ça serait vraiment nécessaire d'avoir des pères aidants? Vrai ou faux? À la base, la composition de l'équipe interdisciplinaire comprend un noyau constitué de médecins, de psychiatres, ça se ressemble, hein, d'infirmières et d'agentes administratives. Se sont ensuite joints des intervenants pivots, des travailleurs sociaux ou des psychologues, des ergothérapeutes. Puis, éventuellement, ont suivi des éducateurs, des spécialistes, et comme on vient de le voir tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, se sont ensuite joints des intervenants pivots, des travailleurs sociaux ou des psychologues. Qui se risque? Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais plus parce qu'en fait, j'avais marqué vrai et quand j'ai vu la réponse, j'ai vu que c'était faux, donc ça m'a marqué comme réponse. S'il y a peut-être une explication? Ce serait les intervenants pivots qui font un peu n'importe quoi et donc qui ne sont pas à leur place, non? Ben, ils font tout et n'importe quoi, je veux dire. Ils sont Oui. polyvalents, pas dans le sens n'importe quoi. On ne dira pas n'importe quoi, mais c'est-à-dire que, puis Dr Lesage pourra me corriger, En polyvalent. Ben, c'est que ce n'est pas un titre d'emploi comme tel. N'importe qui dans l'équipe, pour tel ou tel usager, peut être son intervenant pivot à cet usager-là. Donc, on peut être travailleur social et intervenant pivot, éducateur et intervenant pivot, et ainsi de suite. Le rôle est flexible au final. C'est que pour le patient, là, dans son équipe interdisciplinaire, il y a un intervenant pivot. Ça peut dépendre selon les besoins du patient, qui sera l'intervenant pivot pour ce patient-là. Ce n'est pas un titre d'emploi comme tel, hein? C'est bien ça, docteur? Oui, effectivement. On voit moins ça dans les équipes de type acte ou suivi intensif dans le milieu parce que tout le monde est appelé à intervenir aussi, puis on discute des patients tous les matins aussi à ce moment-là. Mais il se peut qu'avec le temps, il se développe une personne avec laquelle il y a plus de liens, mais qui pourrait être considéré intervenant pivot. Mais là, où est-ce que ça prend son importance? C'est quand le suivi est moins intensif. Donc, dans les équipes de suivi d'intensité variable, puis a fortiori dans les équipes de psychiatrie communautaire. Parce que là, il faut qu'il y ait dans l'équipe, dans les rencontres, que la personne a quelqu'un qui est toujours dans l'équipe aussi et qui peut agir tous les jours en même temps. Alors, les rôles d'intervenants pivots, les personnes qui accompagnent en particulier la personne dans revoir son plan de rétablissement, son plan d'intervention individualisé également, qui les ramène au niveau de l'équipe. C'est des rôles qu'on va donner, par exemple, aux infirmières, éducateurs, travailleurs sociaux à l'intérieur de l'équipe. Vous ne donnez pas ce rôle-là au niveau du psychiatre, parce que les psychiatres ne sont pas là continuellement aussi en consultation, entre autres en clinique externe aussi. Et même en suivi d'intensité variable, ils ne sont pas là aux réunions tous les jours, c'est peut-être une fois par semaine ou une fois par 2 semaines aussi à ce moment-là. Donc,
l'intervenant pivot et la personne auquel le patient et sa famille savent qu'ils peuvent en particulier pouvoir contacter aussi à cause de sa constance et sa quotidienneté ou presque à l'intérieur de l'équipe. Mais il ne serait pas impossible que l'intervenant pivot soit un père aidant, mais généralement, on va peut-être demander que le père aidant ait un titre professionnel, travailleur social ou autre, mais peut-être éducateur aussi pourrait le devenir aussi à ce moment-là. Mais avec évidemment une expérience dans ce rôle-là aussi à ce moment-là. Mais c'est tout à fait possible. Et oui, et d'ailleurs, c'est même Benoît, ça lui est arrivé, aussi en lien avec, je pense, un peu, pas nécessairement une pénurie de personnel, mais des congés, là. Il a pu jouer ce rôle-là d'intervenant pivot à partir de sa posture de père aidant. Ovidio, tu avais une question, commentaire? Yes, a comment. So I think that from a practical perspective, there is no team that has all possible specialties. So I think that's why it is false, because we cannot think it as noyau and then it comes the next level and then the next level, because it can be that the noyau is actually only the psychiatrist, a nurse, and a psychologist and a parodont, a peer supporter. It depends. There is so much variability between intervention team, at least in psychiatry, in addiction. Not all centers have the noyau, and then they add the next level, and then they add the next level. It depends on the needs and on the possibilities in each team. That was my comment. So that's I think one of the reasons that it is false, the statement. Yes, that's right. Rona? Just quickly, so are you saying that a parodont can never be a pivot? Hey, Ken. They can be a pivot, yeah, because I would think they would have enough experience in all those domains to be able to be a really good pivot. Yes, when there's a trust in the team, confidence, when the peer support worker is well established and known to the other colleagues. Very good. And I would add that in a team like where Benoit was, for example, you could imagine that you have a rookie social worker arriving, all this, but not necessarily with experience. And so the peer support may be more experience. For intervenant people, you give this role for people when they are more experienced, whatever the professional are too. But again, it depends on the situation of recruiting staff and in the system. OK, allons-y maintenant, complétons la revue du quiz. Les mots manquants ici, c'était leader et leadership, puis autorité et pouvoir. À ne pas confondre leader et leadership, autorité et pouvoir dans le chapitre du docteur Léoufre, qui était responsable justement d'une équipe SimCiv où Benoît a déjà travaillé. On explique bien les nuances. 9e question. La bonne réponse, c'était toutes ces réponses, vous pourrez aller voir. Faudrait-il donc encourager les membres de chaque discipline, y compris les pères aidants, à expliquer au reste de l'équipe ce dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de leur ordre professionnel respectif? C'est ce qu'on pressent là, pour que le père aidant en contexte interdisciplinaire puisse être bien admis. Il faut expliquer. Il doit rencontrer les autres pour se faire connaître, parce que ce n'est pas nécessairement connu de tout le monde. Et la dernière question, vrai ou faux, dans le chapitre de livre, la collaboration dans la réflexion est considérée comme étant le niveau de collaboration interdisciplinaire optimal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ovidio, c'était en réponse à cette question? I had no clue.
No? Honestly, I had no clue about that. No, I raised I raised the hand for the previous question because I was wondering if peer supporters have legal coverage in a team. When people are hired by the establishment, they are covered. Yes. Okay. Ici, donc, si on revient à la question, collaboration dans la réflexion, est-ce que c'est ça qui est considéré comme le niveau de collaboration optimal? Mais la réponse est non, parce que la bonne réponse, c'est la collaboration dans l'action qui est considérée comme étant le niveau de collaboration interdisciplinaire optimal, selon le docteur Léoufre dans le chapitre. Ça n'exclut évidemment pas la réflexion, mais il faut sentir qu'on est vraiment dans l'action, l'intensité de l'équipe. Alors, je vois qu'il y avait une question dans le chat. Ah, la différence avec le... On en reparlera. Si vous voulez, on va aller tout de suite lancer la présentation de Benoît. Puis il va se joindre à nous en cours de présentation, puis on pourra poursuivre la réflexion ensemble. Bonjour, mon nom est Benoît Saint-Pierre. Je suis impliqué dans le mouvement des usagers depuis quelques années, particulièrement en tant qu'intervenant par aidant.